Alors, effectivement, le sujet du jour, c'était donc c'est santé mentale, éclairage sur la démence. Comme je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale. Du 3, donc d'hier, du 3 au 7 mai, là, jusqu'à la fin de la semaine. Donc, avec l'organisme, avec l'équipe, on s'était dit, bon, bah, on va organiser un petit sujet sur la santé mentale et la démence. On trouvait que c'était un sujet intéressant, qu'il y avait pas mal de choses à dire, parce que la santé mentale, ça englobe plein de choses, mais la démence, c'en est un. Donc, du coup, pour ça, on a avec nous Léonie. Léonie, qui est notre intervenante et invitée du jour. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais commencer par revenir, comme je fais souvent d'habitude, un petit rappel, une petite bio sur Léonie, puis après, je lui laisserai la parole pour la présentation. Donc, Léonie, c'est une infirmière donc, qui est autorisée. Donc, elle détient un doctorat en sciences cliniques, option santé communautaire de l'université de Sherbrooke. Donc, ça fait environ 30 ans maintenant que Léonie, elle travaille, donc 30 ans d'expérience dans le domaine. Tu as continué ton parcours professionnel en tant que professeure adjointe à la faculté de sciences infirmières de l'université de Regina et tu enseignes particulièrement aux étudiants de l'option bilingue. Ça veut dire que tu fais des cours anglais-français alors? Les deux? Exactement. Nous participons dans les deux programmes, mais particulièrement pour l'option bilingue, surtout que nous ne sommes que deux pour l'option bilingue. OK. Et puis, la dernière chose que tu m'avais dit, c'est que tes recherches, elles portent entre autres sur les besoins en soins et services à domicile et sur l'offre active des services en français pour la population francophone en situation minoritaire, ce qui est le cas de nous, chers francophones, ici en Saskatchewan. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais laisser la parole à Léonie pour ça. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à vous manifester, un petit coucou, ou alors vous pouvez l'écrire dans le chat, lui écrire directement à elle ou me l'écrire à moi. Et puis, on s'assurera qu'on a répondu aux questions de tout le monde. OK? Ben voilà. Parfait. Allons-y, Léonie. Je te laisse la parole et si tu veux partager l'écran, et tu as le champ libre. Je vais partager d'abord l'écran. OK. Okay. Est-ce que tout le monde peut voir la présentation? Oui, Oui. bien. Sauf que je ne vous vois pas sur mon écran maintenant. Donc, s'il y a quelque chose, s'il vous plaît, signalez-moi. Ne t'inquiète pas, moi je vois tout le monde. Donc si jamais quelqu'un, je ferai la passe d'informations pour toi. D'accord. Alors, bonjour encore tout le monde. Claire m'avait fait part de quelques préoccupations. Nous allons essayer de répondre à ces préoccupations concernant la démence. C'est pour cela que j'ai intitulé cette présentation santé mentale, éclairage sur la démence. C'est sûr qu'en un rien du temps, c'est difficile d'obtenir tous les détails, mais au moins, on va sortir d'ici avec un petit bagage qui va nous donner un peu plus de l'éclairage, plus de lanterne sur la démence. Donc, le plan que je propose, il y a des termes qui prêtent confusion. Donc, nous allons essayer de clarifier la santé, le bien-être, la santé mentale pour mieux se positionner avant d'aborder la démence. Et quand nous allons aborder la démence, je vais vous parler de deux femmes à travers cette présentation. La première femme, c'est ma mère. Elle va apporter un peu plus, disons, des réponses un peu anticipées aux préoccupations que Claire m'a présentées. Ensuite, nous allons donc définir selon la littérature, tout ce qu'on regarde, qu'on peut trouver comme documentation sur la démence. On va définir la démence. Nous allons explorer les causes, les formes de démence. Nous allons voir les signes de démence et surtout voir maintenant au niveau des traitements et des soins et la prévention, qu'est-ce qu'on peut faire
et comment on peut assister aussi une personne qui vit avec la démence. Il y a des ressources particulièrement pour la Saskatchewan. Et à la fin, donc c'est la deuxième femme que je veux vous parler, c'est Alice. Je ne sais pas s'il y en a peut-être quelques-unes d'entre vous qui connaissent le film Toujours Alice en français. En anglais, c'est Still Alice. On ne saura pas regarder tous les films, mais juste un petit extrait qui va partir avec vous, un petit extrait de 2 minutes qui va, disons, clôturer cette présentation. Alors, si nous commençons à clarifier les concepts de santé, de bien-être, santé mentale, nous allons d'abord puiser les définitions telles que l'Organisation mondiale de la santé définit la santé. Alors, depuis 1948, l'Organisation mondiale de la santé a défini la santé comme un état complet. On parle d'un état complet de bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en absence de la maladie ou d'infirmité. Ça veut dire qu'on peut être en bonne santé tout en composant avec une condition de santé chronique ou bien une infirmité, un handicap quelconque. Donc, pour être en santé, pour se dire que je suis en santé, on doit être capable au moins de réaliser ses aspirations, de satisfaire ses besoins, hein, de pouvoir s'adapter aux changements de l'environnement. La santé, c'est considéré comme un concept positif dans le sens où la personne doit être capable pour vraiment vivre sa vie pleinement. Hein, c'est une ressource qui nous permet à bien vivre. Alors, vous avez sûrement entendu parler des déterminants. Depuis des années maintenant, depuis 1974, on a parlé du rapport Lalonde qui a décortiqué un peu pourquoi certaines personnes sont en bonne santé et d'autres personnes ne le sont pas. Alors, les analyses qu'on a faites à travers les études ont montré que non, il y a des facteurs qui influencent la santé. Donc, nous devons maîtriser ces facteurs-là pour que nous soyons plus en santé. Et on a parlé donc des déterminants de la santé. Et tous les déterminants, comme vous voyez ici, le revenu, le statut social, le soutien social, l'éducation, nous avons toute une liste ici. Tous ces déterminants sont interliés dans le sens où il faut nécessairement qu'on puisse avoir une maîtrise des uns et des autres pour se dire qu'on est en santé. Ensuite, on peut parler du bien-être. Déjà, dans la définition de la santé, nous avons vu que l'OMS a intégré le bien-être dans la définition. Hein, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, le bien-être fait partie de la définition de la santé. Sauf que c'est une expérience subjective. Chacun de nous peut définir en quoi consiste son bien-être. Hein? Et quelque chose qui est subjectif, donc qui concerne chaque personne particulière, c'est difficile à mesurer. Et il n'y a pas vraiment de définition universelle. On définit le bien-être comme un état de santé optimal. Donc, après avoir satisfait la santé comme un état complet de bien-être physique et social et mental, donc quand on est vraiment dans le maximum de la santé, là, on peut dire qu'on a atteint un certain bien-être. Il y a deux conditions qui viennent avec ça. Il faut que, pour se dire que vraiment on a atteint le bien-être, il faut au moins qu'on ait été capable
de réaliser son potentiel physique, psychologique, social, spirituel et économique, hein, qu'on ait aussi été capable de réaliser les attentes qui sont reliées par rapport au rôle que nous devons jouer dans les entités qui nous entourent, hein, les entités comme la famille. Nous avons des rôles à jouer auprès de la famille, nous avons des rôles à jouer dans la communauté, dans le lieu de travail, dans les différents lieux de culte, dans les différents milieux de vie. Quand nous avons fait vraiment l'accomplissement de tous ces éléments, en ce moment-là, nous pouvons dire que nous avons atteint le bien-être. D'autres auteurs ont défini le bien-être comme un processus, hein. Ce n'est pas statique. Hein. La personne évolue dans son bien-être et dans la prise de conscience et dans le choix qu'on fait pour tout justement arriver à un accomplissement de sa propre vie. Alors, on distingue 8 domaines. 8 domaines, donc il y a donc le domaine du bien-être physique, puis le domaine émotionnel qui nous concerne maintenant parce que ça touche mental, c'est vraiment les berceaux, hein, les berceaux de perception, les berceaux de pensée, les berceaux de nos émotions. Comment nous gérons nos émotions, c'est vraiment dans le domaine émotionnel. Il y a les domaines intellectuels, sexuels, spirituels, professionnels, l'environnement, le social. Donc, tous ces domaines-là sont nécessaires pour arriver à un accomplissement quelconque. C'est sûr qu'il y a des échelles, il y a des instruments qui permettent d'évaluer son bien-être en fonction de tous ces domaines-là. Si on faisait l'exercice, vous verrez que chacun va être peut-être plus fort dans le domaine physique ou bien dans le domaine professionnel et il y aura peut-être d'autres domaines qui seront plus faibles. Quand nous avons identifié nos faiblesses, dans quel domaine nous sommes faibles, on peut y travailler pour améliorer et puis rehausser les domaines en question. Donc, ces domaines sont nécessaires pour accomplir vraiment le bien-être, pour arriver vraiment à l'accomplissement de sa propre vie individuelle. Donc, la santé mentale, si nous abordons le sujet de santé mentale, la santé mentale n'est pas à part. Elle fait partie intégrante du bien-être et de la santé. Si on peut prendre comme un chapeau, c'est comme si on aurait la santé mentale et la santé avec tous les autres aspects qui s'intègrent ensemble pour former un bien-être. Donc, la santé mentale, c'est vraiment le fondement du bien-être pour que la personne puisse bien fonctionner dans la communauté, dans la société. Alors, la définition qu'on nous donne, c'est vraiment un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser pour surmonter les tensions de vie, accomplir le travail, être productif et contribuer dans la communauté. Donc, sans la santé mentale, c'est difficile pour que la personne puisse se réaliser. Déjà, avec la période de la pandémie, vous voyez vous-même sous quelle pression nous sommes. Et nous avons besoin d'avoir une bonne santé mentale pour résister à cette pression. Sans la santé mentale, c'est difficile de résister. D'ailleurs, on parle qu'il y a beaucoup de cas de santé mentale que nous vivons maintenant parce que les gens sont plus fragilisés. Et il y a aussi des déterminants comme pour la santé. Je m'excuse. Comme pour la santé, il y a des déterminants de santé mentale. Alors, il y a tous les facteurs socio-économiques, les facteurs biologiques, l'environnement, qui sont des déterminants pour la santé mentale. Comment nous résistons
aux pressions socio-économiques qui persistent, ça détermine notre santé mentale. Il y a aussi des facteurs qui sont associés aux problèmes de santé mentale. Certains facteurs, par exemple, le changement dans une situation quelconque, par exemple la perte d'un être cher, vient bousculer la santé mentale. Ou bien des conditions de travail très difficiles, ou bien la discrimination, ou bien les modes de vie malsains. Il y a des éléments qui viennent bousculer notre santé mentale. Et ça nous fragilise. Et si on est fragilisé, ça réduit notre capacité de se réaliser et d'accomplir le travail que nous pouvons faire et même notre contribution dans la communauté. Donc, le domaine de santé mentale ou bien les programmes de santé mentale, quand on parle de domaine de santé mentale, de programmes de santé mentale, donc ça va englober toutes les activités qu'on peut faire pour promouvoir le bien-être, comment prévenir les troubles mentaux, comment aussi les traiter ou bien comment arriver à une réadaptation des personnes qui souffrent de ces troubles mentaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par troubles mentaux? Les troubles mentaux donc, vont inclure un ensemble de problèmes ou bien de symptômes qui relèvent de nos pensées, de nos perceptions, de nos émotions, des comportements, ou bien qui régularisent les relations qu'on a avec les autres. Il y a quelques exemples ici de troubles mentaux, par exemple la dépression, ou bien les troubles affectifs bipolaires, ou bien la schizophrénie. Nous avons la démence qui est le sujet du jour. Donc ça va nous introduire aussi dans notre sujet du jour. Il y a d'autres troubles comme les déficiences intellectuelles ou bien les troubles de développement. On parle aussi de l'autisme, surtout chez les enfants. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, mais vous avez un exemple de troubles dans la catégorie de la santé mentale. Est-ce que vous êtes là? Ça va? Oui. Oui, ça va. Alors, maintenant, nous allons entrer dans la démence. Alors, pour commencer la démence, je vous introduis ma mère, la première femme dont je vous ai parlé. Ma mère, Esther Nzinga, elle nous a quittés un jour du 26 septembre en 2014. Alors, j'ai tracé un petit parcours. C'est sûr qu'elle a eu une longue vie et c'est difficile de parler en 2 minutes d'une vie aussi longue et intense, mais je voudrais vous parler du parcours qui nous intéresse dans le cadre de cette rencontre. Ma mère vivait au village avec mon père. Mon père était chef coutumier, agriculteur. Mon père n'a pas fait des études. Et ma mère vivait au village jusqu'à la mort de mon père en 2006. Donc, en 2006, en accord avec les gens du village, nous, les enfants, nous avons pris notre maman avec nous parce qu'au village, il n'y avait plus quelqu'un qui pouvait s'occuper d'elle. Donc, elle est arrivée à Kinshasa, la capitale, où nous vivions tous. Dans la photo ici, vous la voyez, elle tenait mon premier fils quand j'avais accouché Kevin, mon premier garçon. Et donc, elle a vécu avec nous à Kinshasa. Moi, comme j'étais déjà infirmière dans mon pays, donc la famille savait que nous avons une infirmière. Donc, dès que maman avait un problème de santé, même si elle se promenait à travers les enfants, mais quand il y avait un problème de santé,
on l'a ramené chez moi. Donc, j'étais la personne aidante de ma mère. On a eu des hauts et des bas à travers sa santé. Et il est arrivé à un moment donné où je devais quitter Kinshasa. Donc, en 2002, je devais quitter Kinshasa pour venir ici au Canada. Alors, ma mère ne comprenait pas pourquoi tu dois partir, pourquoi tu dois me laisser. Je lui ai fait comprendre que je partais pour étudier au Canada, pour avoir plus de connaissances et pour pouvoir travailler. On s'est compris dans ce sens-là, donc on a maintenu le contact. Elle a cheminé avec ma sœur, donc au lieu de rester chez moi, puisque je n'étais plus là, on avait placé ma mère chez ma grande sœur. Elle était en famille là-bas. Il y avait mon petit frère, la famille de mon petit frère, et puis la grande sœur qui s'occupait d'elle. Et moi, ici, je faisais le suivi. Il y a quelque chose qui m'avait tiqué. En 2010, j'ai appelé ma mère, on s'est parlé, et puis elle revient encore. Mais pourquoi tu es partie? Pourquoi tu es partie? Parce qu'ici, maintenant, les gens ne me donnent même pas à manger. Imaginez ce que je pouvais sentir. C'est sûr que dans la conversation, je l'ai rassuré. On s'est parlé. Je lui ai dit que non, j'allais faire le suivi, que j'allais veiller à tout. Mais c'est sûr qu'après avoir arrêté le téléphone, j'étais comme en pleurs et puis j'ai couru chercher tout ce que je pouvais ramasser pour envoyer à Western Union et puis appeler ma soeur. Je lui dis, mais comment ça se fait que maman ne mange pas? Alors, je viens d'envoyer de l'argent, aller acheter de la nourriture. Alors, c'est là que ma soeur me dit, écoute, Léonie, maman oublie de manger, oublie qu'il avait mangé. Ce n'est pas qu'il ne mange pas, mais elle oublie qu'elle avait mangé. Et puis, elle me décrit un peu la situation, qu'elle est devenue difficile, que la marche, ça devient difficile. Mais il y avait des moments de joie. Elle chantait. Elle chantait souvent et souvent, c'est des chants comme prophétiques où elle annonçait son départ. Alors, c'est là que j'ai pris la conscience, OK, maman a oublié qu'elle avait mangé. Donc, il faut... moi, en tant qu'infirmière, je voyais déjà tous les tableaux, mais surtout, je me disais, je dois maintenant trouver d'autres stratégies pour soutenir mes sœurs. Donc, j'ai commencé à plus demander qu'est-ce que vous avez besoin pour prendre correctement soin de maman. C'est fait que j'ai envoyé des cannes, j'ai envoyé des marchettes, j'ai envoyé des chaises roulantes, on en avait trouvé là en place, mais vous pouvez imaginer, en tout cas, elle les utilisait difficilement. Mais ça, c'est pour vous introduire un peu dans l'ambiance de ce que la démence peut nous amener. Mais il y avait un élément que j'avais trouvé de particulier chez ma mère. Elle avait gardé, même si la vue avait perdu, elle avait perdu presque la vue à la fin de ses jours, mais elle avait gardé en tête la reconnaissance de voix. Elle pouvait identifier une personne à travers la voix, et c'est d'ailleurs à travers cette reconnaissance de voix qu'on s'est dit au revoir une semaine avant sa mort. Il avait reconnu la voix de mon mari et à travers lui, on s'est dit vraiment au revoir. C'était un vendredi et le vendredi qui suivait la semaine, j'apprends la nouvelle que maman nous a quittés. Elle s'était juste effondrée devant son déjeuner. Alors, ces forces, les forces qui ont maintenu cette reconnaissance de voix, c'est les interactions qu'elle avait, surtout avec les petits-enfants et avec les gens qui vivaient en lui. En étant dans le contexte de famille, elle interagissait avec les petits-enfants, elle les nourrissait, en tout cas, elle avait une interaction particulière qui lui a permis d'être vraiment forte par rapport à la reconnaissance de voix de son entourage, des personnes qui l'aimaient.
Vous pouvez voir à travers les photos comment il agit avec les enfants. Et la dernière photo de 2012, c'était sa fête qu'on avait organisée. Et ça, c'est 2 ans avant qu'elle nous quitte. Donc, à travers cette histoire, ça nous amène donc à entrer dans notre vif du sujet pour dire que la démence, c'est pas, elle ne correspond pas à une maladie spécifique. Hein. C'est un ensemble de signes et symptômes qu'on peut observer chez une personne qui a une dégradation de la mémoire, du raisonnement ou des comportements ou bien de ses fonctions d'agir de tous les jours. Alors, ce qui est particulier, c'est que c'est progressif. Donc, ça vient doucement. Il y a des fois, ça passe même inaperçu, hein, qu'on ne le voit pas. C'est aussi dégénératif. Donc, il y a les cellules du cerveau qui se dégradent petit à petit. Et puis, c'est irréversible. Et donc, ça va amener les difficultés que les personnes éprouvent pour composer avec des tâches qui sont reliées à la mémoire ou bien à tout ce qui est résolution des problèmes ou bien à l'attention qu'ils peuvent apporter à certains aspects. Alors, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décrété depuis 2017 que la démence doit être un problème prioritaire de santé publique. Tous les États membres de l'OMS ont signé des accords pour établir des programmes spécifiques pour aider et soutenir les personnes qui souffrent de démence et les personnes aidantes qui sont avec eux en famille ou bien dans les institutions. Alors, on voit les statistiques parlent d'eux-mêmes, 5 millions à travers le monde et dans les pays en développement, c'est presque 60% des cas qui se retrouvent dans ces pays-là. Ici au Canada, c'est plus de 432 000 des personnes de 65 ans et plus qui vivent avec la démence. Et il y a une particularité qu'on voit qu'il y a plus de femmes que des hommes. Et malgré que le diagnostic s'est fait progressivement, il y a encore des gens qui ne sont pas diagnostiqués. Et si on considère les statistiques de maintenant, on parle de 9 aînés qui sont diagnostiqués à chaque heure. Alors, imaginez si tout le monde pouvait être diagnostiqué, ces chiffres seraient sûrement plus élevés. C'est un problème qui vient toucher les personnes qui en souffrent, qui provoque l'incapacité et la dépendance de ces personnes auprès des personnes aidantes. Et les personnes aidantes, leurs familles sont aussi dans des besoins, des grands besoins pour la prise en charge de ces personnes. Ça cause beaucoup de coûts, que les soins soient prodigués en institution ou bien à domicile, ça provoque des coûts en termes de milliers de dollars. Alors, nous devons cependant comprendre que la démence n'est pas une étape normale du vieillissement. Alors, si on va dans la suite, nous verrons que l'âge contribue seulement à 40% pour la démence. Donc, il y a moins 60% sur lesquels on peut agir pour réduire l'impact de la démence. Alors, il y a aussi tous les problèmes du fait que vraiment la réalité que vivent ces personnes est incomprise et même ils vivent des stigmatisations, de la discrimination
je salue cette opportunité qui nous permet d'en parler pour que nous soyons vraiment des gens qui peuvent aider à sensibiliser le monde par rapport à cette problématique pour la démence. Donc, à travers ça, il y a vraiment un grand besoin pour qu'on puisse continuer les recherches et faire des innovations pour qu'on puisse trouver des solutions pour la prise en charge de ces personnes et surtout si on peut trouver des traitements pour agir comme médicament dans les traitements de la démence, ce serait vraiment une chose aidante. Alors, les causes. On voit qu'il y a la maladie d'Alzheimer est la principale cause, qui cause comme 60 à 70% des cas de la démence. Et la maladie d'Alzheimer est reliée surtout à tout ce qui est dégradation des cellules du cerveau. Il y a aussi des cas où il y a des mutations génétiques qui se font. Je n'entrerai pas dans les détails du sujet. L'autre cause, la deuxième cause après la maladie d'Alzheimer, c'est la démence vasculaire. La démence vasculaire est reliée surtout à tous les problèmes qui sont reliés à des maladies de la circulation. Par exemple, l'accident vasculaire cérébral. Il va causer des dégâts au niveau du cerveau et les séquelles vont induire la démence. Il y a d'autres causes, toutes les conditions de santé, toutes les conditions de maladie qu'on peut vivre peuvent induire aussi un impact sur la démence. Et on parle par exemple du VIH, hein? Le VIH ou bien des traumatismes qu'on peut avoir au niveau de la tête, au niveau du cerveau, la maladie de Parkinson. Hein? Donc, il y a plusieurs maladies qui peuvent avoir de l'impact sur notre santé, sur le cerveau, et donc qui peuvent aussi induire la démence. Donc, les formes, au niveau des formes, donc nous avons la première forme, donc la maladie d'Alzheimer, et la deuxième, c'est la démence vasculaire. Donc, pour les deux formes, déjà, ça couvre au moins 80%, si pas les 100% des cas. Mais il y a aussi d'autres formes. On parle de démence à corps de Lewy, où il y a comme une accumulation de protéines à l'intérieur des cellules du cerveau. Il y a aussi d'autres formes comme la démence qui atteint les lobes frontales, donc au niveau du front du cerveau. Et ça, c'est plus dû à d'autres maladies. Il y a des démences qui sont aussi mixtes. Il faut dire que les frontières entre les différentes formes ne sont pas vraiment nettes. On peut avoir une mixture de formes de démence. Alors, ce tableau est très intéressant. Si vous regardez, il y a des facteurs de risque de la démence, mais regardez le nombre de facteurs qui sont modifiables. Parmi les facteurs qui sont modifiables, nous avons l'obésité, l'inactivité, le tabagisme, l'excès de l'alcool, le diabète, l'inactivité cognitive, l'hypertension artérielle, la maladie cardiovasculaire, le traumatisme et les dépressions. Tous ces facteurs, il y a moyen d'agir sur ces facteurs. Donc, si on peut agir sur ces facteurs de façon préventive, on peut déjà réduire le fardeau de la démence. Il y a d'autres facteurs qui sont reliés à l'âge ou bien au genre, donc la biologie, aux génétiques, ou bien à des problèmes de santé qui peuvent agir. Il n'y a peut-être pas moyen d'agir sur la biologie, mais il y a moyen de prévenir certains
problèmes de santé et agir en fonction pour réduire le fardeau de la démence. Donc, si on entame les signes, c'est sûr que les signes vont différer d'une personne à une autre. On aura des signes différents. Comme vous avez entendu, chez ma mère, c'était l'oubli du fait qu'elle avait mangé. C'est ça qui nous avait alertés. Donc, chaque personne va avoir des signes différents. Il faut dire aussi que la perte de mémoire est un des signes, mais ce n'est pas limité seulement à la perte de mémoire. Donc, on peut avoir d'autres éléments comme les difficultés de réflexion ou bien difficultés à communiquer, à régler les problèmes, la capacité de marcher ou bien d'autres comportements qui vont venir. Mais nous allons passer à travers les étapes pour mieux élucider. On catégorise trois stades. Alors, le stade initial peut être inaperçu, comme j'avais dit avant. On ne se rend pas compte. On a des tendances d'oublier. Parfois, on perd la notion du temps. Et il peut y arriver qu'on commence à oublier les pièces dans la maison. On se perd un peu dans la maison. On ne se retrouve pas. Donc, ça, c'est l'étape initiale. Alors, quand on voit déjà des signes comme ça, alarmants, hein, c'est le moment de chercher de l'aide. C'est le moment de chercher de l'aide. Alors, si on regarde le stade intermédiaire, là, les signes vont devenir plus à plus visibles. On va oublier, par exemple, des événements comme les rendez-vous sur Zoom. Même si on avait pris des notes, on va oublier, on va se perdre, on part à l'épicerie pour rentrer à la maison, on va se perdre ou bien on a des difficultés. On cherche les mots pour communiquer, mais on n'arrive pas à trouver les bons mots, on a oublié. Donc, les signes et les symptômes vont s'accumuler de plus en plus. On va même avoir besoin pour ses propres soins personnels. Et on peut avoir aussi des changements dans les comportements. Quand c'est plus grave, c'est là où la personne va perdre ses capacités, elle va devenir dépendant de ces personnes aidantes, où il va perdre vraiment la notion du temps et des lieux. Il va avoir plus de difficultés à reconnaître ses proches. Il va avoir aussi de l'incapacité de se prendre soin lui-même pour son hygiène personnelle. Même pour marcher, il y a des difficultés parce que les muscles ne fonctionnent plus bien. Et dans le comportement aussi, on peut avoir parfois même de l'agression. Ici, je vous ai mis un tableau où je compare les signes pour la maladie d'Alzheimer et dans les démences vasculaires. Vous pouvez voir, par exemple, les changements d'humeur, surtout qui sont très prononcés dans la démence vasculaire. Et puis, dans une telle démence, il y a aussi l'histoire. Hein, on a parlé de l'accident vasculaire cérébral. L'histoire de santé de la personne va déjà donner une orientation qu'il y a eu un antécédent de maladies cardiovasculaires dans ces cas. Et ça va permettre d'orienter évidemment le diagnostic. Dans les maladies d'Alzheimer, vous avez tous les troubles de mémoire, les problèmes visuels, les problèmes de démarche qu'on peut rencontrer. Donc, on peut voir la différence qui est faite entre dans les signes parmi
les formes de démence. Même pour le corps de Lewy, démence de corps Lewy ou frontotemporel, on voit aussi des troubles de mémoire dans le corps de Lewy avec des changements par rapport à l'attention et aux fonctions d'exécution des tâches, même des troubles de sommeil, d'hallucination, la rigidité dans les muscles. Et on peut comparer aussi comment on peut voir dans la démence fronto-temporelle où on a plus de désorganisation dans la pensée et on a aussi l'apathie qui s'installe aussi chez la personne avec des difficultés de communication. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, si on parle de traitements curatifs, pour le moment, les recherches sont encore en cours pour vraiment trouver le remède, comprendre aussi les problèmes de dégénérescence de cellules du cerveau, aussi trouver le remède. Mais il y a d'autres actions qu'on peut faire. Hein. La prise en charge des symptômes, des signes et symptômes, c'est très important. Il y a des médicaments qui agissent sur les signes et les symptômes qui peuvent... Excusez. Bon. Il y a des médicaments donc, qui agissent sur les signes et symptômes qui peuvent aider à réduire l'intensité de ces symptômes pour améliorer un peu la qualité de vie des personnes qui vivent avec la démence. Et il y a aussi des programmes qui peuvent aussi soutenir ces personnes-là. On a vu que c'est un grand fardeau pour la personne elle-même et pour les personnes aidantes. Donc, il y a toujours des choses qu'on peut faire. Dans ce sens-là, un diagnostic précoce, c'est très, très recommandé pour favoriser une prise en charge rapide de la personne qui souffre de la démence. Et dans la prise en charge, non seulement il faut traiter les symptômes, mais on va aussi voir quelles sont les capacités qui restent à la personne pour essayer de maximiser ses capacités. Donc, dans le sens d'aider la personne, il y a des activités qui sont bien indiquées pour ces personnes pour maximiser les capacités qui leur restent. Et dans le cadre de récréativité, il y a des jeux intellectuels, il y a aussi des aides de mémoire et d'autres outils de rappel qui peuvent être de secours pour ces personnes. Mais il est nécessaire, nous avons vu que la démence est alimentée par d'autres maladies. Donc, il est nécessaire de faire le dépistage des autres maladies qui sont associées pour réduire l'impact de la démence. Donc, c'est là où on va voir qu'il est nécessaire de consulter son médecin pour traiter tout ce qui peut apparaître comme maladie pour réduire l'impact sur la démence. Donc, on peut aussi agir sur le traitement des symptômes. S'il y a des comportements, des changements de comportement, il y a des traitements qu'on peut apporter. Pour soutenir les personnes aidantes, hein, déjà avoir l'information, hein, c'est très, très important pour savoir comment agir. Et il y a aussi des soutiens à long terme en fonction des programmes locaux qui peuvent aider ces personnes-là pour prodiguer les soins. Alors, comment on peut agir sur les facteurs à risque? Pour réduire, ralentir, disons, l'avancée de la démence, hein, il y a
lieu d'agir sur les facteurs de risque. Une des façons, c'est maintenir les activités physiques. L'activité physique à la maison, des activités qu'on peut faire pour rester vraiment en forme. Hein. Manger sainement. Dans le manger sainement, il faut aussi veiller à sa pression artérielle parce que tout ce qui est pression artérielle, ça a de l'impact sur le cœur et ça a de l'impact sur le cerveau et les autres organes vitaux. Donc, il faut veiller sur sa pression artérielle, réduire le cholestérol, aussi veiller sur la glycémie pour ne pas induire le diabète. Les problèmes comme l'alcool, le tabac sont à proscrire hein, pour réduire l'impact aussi sur le cerveau. Il faut essayer de maintenir l'activité mentale hein, pour réactiver les cellules de cerveau et il y a moyen de le faire en s'amusant. C'est sûr que maintenant, la pandémie ne nous permet pas de nous retrouver en communauté, mais il y a moyen de le faire à la maison avec les personnes avec qui on vit pour se maintenir en forme mentalement. Maintenir aussi les liens sociaux. Hein. Tout ça, ce sont des déterminants de la santé. Rester en contact avec sa famille, c'est très important. Rester en contact avec ses amis, ses voisins, la communauté. Faire part, hein, c'est dans la contribution, dans le bien-être, nous avons vu, donner notre contribution pour maintenir un bon niveau de bien-être. Et ça nous aide aussi pour maintenir notre santé mentale et réduire l'impact de la démence. Autre chose aussi, protéger. Nous avons vu que dans les causes, il y a le traumatisme qu'on peut avoir au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Donc, on va viser à protéger, à éviter tout ce qui est traumatisme ou blessure, protéger la tête pour éviter les traumatismes qui peuvent avoir un impact sur les cerveaux. Visiter le médecin régulièrement pour faire son bilan de santé, c'est très important parce que à travers une visite, on peut identifier s'il y a un problème quelconque qui surgit et on peut facilement les soigner. Donc, nous avons le pouvoir pour agir sur les facteurs modifiables. Alors, comment on peut assister une personne aidante? Ben, quand on vit avec une personne qui vit avec la démence, c'est vraiment une source de stress. On risque même d'avoir des conflits. Imaginez si je n'avais pas compris ce que mes sœurs me disaient, on se serait chamaillé ou quoi parce qu'ils ne donnent pas à manger à maman. Donc, ça peut créer des conflits au sein de la famille ou bien entre les professionnels de la santé. Ça amène aussi l'épuisement psychologique, surtout pour les personnes qui aident la personne. Il y a des problèmes de garde. Donc, nous allons voir que à travers tous ces éléments, comment trouver des moyens pour assister les personnes. Des problèmes de garde surtout, quand on est juste des adultes et que nous devons faire face à des obligations professionnelles, ça pose des problèmes quand on a quelqu'un qui vit avec la démence. Il y a aussi tous les problèmes qui sont reliés à la stigmatisation. Donc, nous allons voir comment agir à travers ces personnes. Léonie, excuse-moi, je te coupe. Juste, je vois qu'il est déjà 14h55 et je crois qu'il reste pas mal de diapos. Est-ce qu'on peut aller plus vite pour la fin parce qu'on n'aura jamais le temps on va éviter de finir à 15h30 peut-être? Je vais aller plus vite. Donc, merci. Merci. On peut agir déjà, s'informer, prendre l'information
ça aide pour s'outiller, hein, s'équiper pour aider les personnes qui vivent avec des problèmes de démence, soutenir leur famille. L'OMS a décrété, comme je dis, un plan qui doit être adopté à travers le pays. Donc, nous voyons déjà des actions qui sont déjà reliées par rapport à ces plans au niveau national, au niveau fédéral et dans les provinces. Il y a des efforts qui sont fournis. Il y a des programmes qui sont financés pour agir tout justement sur la démence. Alors, quand on est face à une personne qui vit avec des démences, c'est vraiment prêter l'attention sur les signes qu'on peut observer et apprendre comment communiquer, parce qu'on doit comprendre que la personne ne fait pas ça exprès. Il a des difficultés pour trouver les mots parce qu'il perd ses repères. Donc, on doit apprendre, c'est nous qui devons plus s'adapter pour apprendre à communiquer avec lui. Il faut mettre l'accent sur les capacités, hein, trouver les forces qui restent encore dans la personne pour maximiser ces forces-là et rester rassurant et positif pour disons, présenter un contexte un peu sécuritaire pour la personne. Il faut que la personne soit acceptée telle qu'elle est et pas la minimiser à cause de pertes de capacités. Alors, la personne aidante, on peut faire aussi face à des mécanismes de défense. Il y a des mécanismes de déni ou bien de confusion que la personne peut présenter ou bien éviter des questions. Nous devons être conscients de ça pour agir en fonction. Donc, c'est d'où l'importance de s'équiper. Il y a un cas ici. Il y a des exemples d'actions que j'ai données par rapport à ces cas. Si jamais vous avez à aider un voisin ou bien si on vous parle de quelqu'un qui en souffre, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider la personne à appréhender la situation avant qu'ils aillent consulter les médecins, par exemple. Donc, je vais passer à travers ces actions. Vous pourrez les lire. C'est des exemples d'actions qu'on peut faire pour aider les personnes. Et aussi, les ressources. Il y a des ressources. Parfois, quand on est devant une situation, on perd tout le contexte qui nous entoure. Donc, on se souvient difficilement des services qui peuvent être disponibles. C'est l'occasion, par exemple, pour rappeler à la personne, regarde, il y a telle ressource ou telle ressource, les transports ou bien des services de répit qu'on peut avoir. Donc, il y a toutes sortes de ressources qu'on peut suggérer aux personnes qui vivent avec les personnes avec la démence. Ici, il y a quelques ressources. J'ai sillonné plusieurs sites. Les informations sont consistantes. Donc, vous pouvez voir dans les sites les informations sur la démence. C'est vraiment très bien écrit, très bien vulgarisé. Et en dernier, j'aimerais qu'on termine à visualiser donc, ces petits, c'est 1-2 minutes. Je vais stopper le partage. J'aimerais qu'on puisse visualiser ces petits extraits. À la femme la plus intelligente et la plus belle que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Oui. Joyeux anniversaire. Je vous demande d'applaudir le docteur Alice Howlett. Merci. J'espère vous convaincre qu'en observant ces petits pas d'enfant dans le... Alice, où t'étais passée? J'ai fait un jogging. Ah, j'espère que ça valait le coup parce que tu as fichu notre dîner en l'air. Il faut que je te parle. Il y a quelque chose qui va pas chez moi. Qu'est-ce qu'il y a?
vous allez divorcer ou... Non, j'ai la maladie d'Alzheimer, à déclenchement précoce. Oh mon Dieu. Je vois les mots suspendus devant mes yeux, mais je n'arrive pas à les attraper. Et je ne sais plus qui je suis, ni ce que je vais perdre encore. Stéthoscope, Millennium, hérisson. J'aimerais te voir faire des études. T'as pas le droit de te servir de ta situation pour me faire faire tes 4 volontés. Mais pourquoi j'aurais pas le droit, hein? C'est pas juste, c'est y a rien qui m'oblige à être juste. Je suis ta mère. Je déteste ce qui m'arrive. Mais il faut qu'on préserve tout ce qu'il y a d'important dans notre vie. Il faut tout faire pour ça, ou on va devenir dingue. C'est peut-être la dernière année que je serai moi-même, tu sais. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je ne souffre pas. Je me bats. Je me bats afin de demeurer dans la course, de rester connectée à celle que j'étais. Alors je me dis, vis dans l'instant. Je ne peux rien faire d'autre que de vivre dans l'instant. Alors voilà, je vous remercie. Donc nous terminons avec l'histoire de toujours Alice. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez vu le film? Ah. Alors, Chantal a vu le film apparemment. Ok. Pour José... ceux qui n'ont pas encore vu, il y a aussi des films en anglais tout justement, style Alice. Donc vous pouvez voir ces films. C'est vraiment très édifiant pour les problèmes d'Alzheimer. Je vais le visionner pour sûr. Pardon? Pierrette a dit qu'elle allait le visionner pour sûr. Ouais. Okay. Ce sont des films que nous utilisons pour nos étudiantes, donc c'est vraiment très, très édifiant. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on se quitte par rapport à ce que... Je sais que c'était un gros morceau, là, il y avait beaucoup d'informations. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir la présentation en PowerPoint, je peux vous l'envoyer si vous voulez repasser sur certaines diapos. Ah, Gérard, ouais, tu veux aussi recevoir? Ok, je note. Michel aussi, Jacqueline, Chantal. Ok, je vais peut-être l'envoyer à tout le monde en fait. Je vais l'envoyer à tout le monde. Oui. Ça va plus vite. Ok. Je vais l'envoyer à tout le monde et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va? Oh, OK. Non. Oh, non. Oui, Jacqueline? Merci à Léonie. C'est une excellente présentation, bien définie. Alors, je pense qu'on peut tous en profiter. Puis, on peut être à l'affût, justement, parce que j'ai dans la famille, mon beau-frère fait la maladie de Louis. Et puis, alors, c'est ça, il y a vraiment les symptômes que Léonie a mentionnés. De la démence, et tout d'un coup, il y a des hallucinations visuelles. Il ne reconnaît plus sa femme. En tout cas, c'est très triste. C'est un homme super intelligent. C'est un principal, un directeur d'école qui a voyagé dans le monde et qui a enseigné aussi à l'étranger. C'est triste de le voir manifester tous ces symptômes. Et puis pour ma belle-sœur qui est en Alberta, c'est sûr qu'on ne s'est pas vu déjà depuis 1 an. Et puis, elle attend pour le placer. Parce qu'elle n'en peut plus physiquement, elle est complètement anéantie. Elle a quand même sa fille et son gendre qui donnent un coup de main aussi, mais elle a des personnes aidantes qui viennent pour le coucher. Mais le problème aussi, c'est que quand il tombe, elle n'est pas capable de le soulever. Elle est obligée de faire appel à peut-être un voisin ou quelque chose. Donc, elle voudrait qu'il habite près de chez elle, à Strathmore, mais il semble qu'il va être obligé d'être amené à Calgary parce que les ressources sont pas disponibles près de chez elle. Alors, c'est triste, c'est vraiment triste de voir ça. Alors, merci infiniment
Léonie, c'était une présentation extraordinaire. Puis j'aimerais ça voir le film de Toujours Alice. Alors, j'imagine que, je ne sais pas, là, moi, je n'ai pas Netflix, mais je ne sais pas comment je pourrais le visionner. Là. Je ne sais pas si avec l'ONF ou est-ce qu'il y en a qui ont des idées comment est-ce qu'on pourrait aller chercher ce film parce que la bibliothèque aussi est fermée aussi. Je pense qu'avec Netflix, vous pouvez la voir. Sur Netflix. Il va falloir que je m'abonne à Netflix. Il va falloir que je laisse tomber quelque chose en anglais. Mais nous c'est l'université qui a, disons, la banque de films qu'on utilise pour l'éducation de nos jeunes. Oui. Mais avec Netflix, je pense que vous pouvez la voir. Alors, il va falloir que je m'abonne à Netflix. Il faut que, je ne sais pas si tu as des enfants ou de la famille qui l'ont, Jacqueline, il faut leur piquer leur compte pour regarder le film. C'est pas la... il faut leur piquer tu as raison, toi, tu as raison, parce que oui, ben c'est ça. Je voudrais ajouter par rapport aux ressources que vous avez parlé. C'est sûr que le problème des ressources, surtout dans les régions un peu éloignées et surtout dans nos pays en développement, c'est très, très difficile. C'est un grand problème. C'est pour cela que justement ces plans d'intervention qu'on a élaborés avec l'OMS met la priorité pour qu'on puisse développer des ressources qui puissent être culturellement intégrées. Donc, ça doit être des ressources intégrées localement. Parce qu'on conçoit mal comment une personne qui vit déjà dans son contexte doit être amenée dans un autre contexte pour aller recevoir des soins. Parce que ça aussi a un impact, ça perturbe aussi. Exactement, donc, quand on déplace les gens. Avoir des ressources qui sont intégrées localement pour que la personne puisse recevoir les soins dans son propre milieu. Exactement. Et s'entourer aussi de sa famille et des personnes qui sont proches de lui. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Non. OK, parfait. Juste avant qu'on se quitte, je voudrais juste annoncer le prochain Connecté Né qui est dans 2 semaines. Donc 2 semaines le 18 à 14h comme d'habitude et ce sera encore un sujet de santé. Je sais qu'on les a un petit peu enchaînés dernièrement. Ça c'est pas bien, d'habitude on essaye de varier un peu mais bon là ça a fait que c'était tout condensé. Donc on a eu la maladie d'Alzheimer il y a 2 semaines, là on avait sur les formes de démence, puis dans 2 semaines on aura sur la douleur chez les aînés principalement, la douleur de manière générale mais principalement sur l'arthrose et l'arthrite, enfin toutes ces formes qui font que ça crée des douleurs dans les articulations et dans le corps quand on vieillit. Après, en juin, on aura des sujets un peu plus légers, on repartira sur d'autres choses. Alors, voilà. À part de ça, je voudrais remercier beaucoup Léonie d'avoir pris un peu de son temps là, pour nous faire l'éclairage sur la démence. Et merci aussi à tous ceux qui étaient là. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, pour ceux que je retrouverai dans 2 semaines, eh bien, d'ici là, sortez, profitez du beau temps pour faire des petites balades. Profitez de la fin de la journée s'il fait beau. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Passez une bonne fin de journée, une belle semaine. Et merci beaucoup. Et merci à Léonie d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et je voudrais exprimer aussi à Claire que nous sommes là. Hein. Vous savez, le programme bilingue, c'est votre programme. Et nous sommes dans ce programme-là. Donc, n'hésitez pas à utiliser les ressources qui sont à votre disposition. S'il y a un sujet quelconque, il nous fera plaisir vraiment de contribuer. Et merci beaucoup à vous tous et bonne journée et bonne semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Passez une bonne journée. Merci.